Allons bon. Nous voici de nouveau en présence d'une de ces choses non identifiées qui nous paraissent soit vieillottes, soit stressantes quand elles déboulent sans crier gare au détour d'un livre de français. Halte là, Marot. Il est temps d'expliquer enfin de quoi il retourne. Et comme d'habitude, pour le savoir, c'est par ici. Le Robert illustré de 2014 ne s'embarrasse pas d'explications superflues. L'alexandrin y est défini comme suit. Vers français de 12 syllabes. C'est exact, mais c'est succinct. Commençons par le début. Pour être sûr de bien se comprendre, allons voir un peu comment se définit le vers. Fragment d'énoncé formant une unité rythmique définie par des règles concernant notamment la longueur, l'accentuation et le nombre de syllabes. Ah, voilà qui nous intéresse. Si je résume, un vers est un morceau de phrase établi sur la base de règles. Ces règles établissent la longueur de la phrase, les endroits où il faut insister quand on la prononce, mais également le nombre de syllabes. Cependant, un vers n'est pas nécessairement un alexandrin. On peut trouver des vers de longueurs différentes. Si c'est trop long, ça s'appelle un ténia. Alors, quelle est la spécificité de celui-ci particulièrement? L'alexandrin, pas le ténia. Eh bien, l'alexandrin compte obligatoirement 12 syllabes. Pas une de moins, pas une de plus. Voilà la règle. Petit exemple. Les suites de ce mot, quand je les envisage, me font voir un mari, des enfants, un ménage, et je ne vois rien là, si j'en puis raisonner, qui blesse la pensée et fasse frissonner. Il y a là 4 alexandrins, de 12 syllabes chacun. On parle aussi de pieds à la place des syllabes. Un alexandrin comporte 12 pieds. Reprenons pour bien se rendre compte. Puissais-je de mes yeux y voir tomber ce foudre, voir ces maisons en cendres et tes lauriers en poudre, voir le dernier Romain à son dernier soupir, moi seul en être cause et mourir de plaisir. On peut compter sur ses doigts ou battre la mesure du pied, bref, faites bien comme vous voulez, tant que vous avez 12 pieds. Si vous êtes bien à 12, c'est parfait. Sinon, réécoutez. Maintenant, la question qui vaut de l'or. Qu'est-ce que le théâtre est allé s'embêter à écrire en alexandrin? Pourquoi faire? Et surtout, qu'est-ce que ça apporte? À l'heure actuelle, les chercheurs ne sont pas d'accord sur l'origine de l'alexandrin. Ce que l'on sait, c'est que la versification est de mise, notamment dans la poésie, mais pas seulement, et surtout depuis longtemps. En ce qui nous concerne, on ne cherchera pas à aller voir au-delà de la Grèce antique et plus précisément Athènes, au 5e siècle avant Jésus-Christ. À cette époque, théâtre et poésie sont intimement liés. Le théâtre antique grec est versifié. Alors, certes, il ne s'agit pas d'alexandrin, mais la versification est là. C'est un théâtre qui est très codifié dans sa pratique, mais également dans l'usage de la langue. Durant les siècles suivants, les langues vont évoluer, et à chaque langue, sa codification. On trouvera ainsi plusieurs types de versification. Mais partons du mot. Le terme alexandrin est utilisé pour la première fois, semble-t-il, dans un texte que nous connaissons aujourd'hui sous le nom « Le roman d'Alexandre ». En réalité, les ouvrages comptant la vie d'Alexandre le Grand paraissent peu de temps après sa mort. Tout y est plus ou moins romancé. Plus que moins d'ailleurs. Mais pour ce qui nous intéresse directement, il existe 3 versions de cet ouvrage. La première nous est parvenue sous forme fragmentaire. Elle aurait été écrite par un certain Albéric de Pisançon vers 1120. Cette version compte 105 vers en octosyllabes, soit 8 pieds. De la seconde version, nous ne connaissons pas l'auteur. Elle daterait d'environ 1150 et elle non plus n'est pas complète. Elle compte quelques 785 décasyllabes, soit 10 pieds. Jusque-là c'était simple, ça ne pouvait donc pas durer. Toujours est-il qu'on ne sait toujours pas à qui attribuer la paternité de l'alexandrin. D'aucuns prétendent qu'un certain Lambert le Torte aurait écrit une 3e version vers 1170. D'autres pensent qu'il s'agit d'Alexandre de Bernay, appelé aussi Alexandre de Paris, et qu'il l'aurait écrit 10 ans plus tard, en 1180. On dit aussi que Lambert le Torte aurait commencé l'écriture, qu'Alexandre de Bernay aurait par la suite terminé. Bon, au final, on n'en sait strictement rien. Ce que l'on sait en revanche, c'est que cette version compte 16 000 dodécasyllabes. Oh mais quel terme barbare, hein. Dodécasyllabe, ça veut juste dire 12 pieds.
Par extension, on finira par appeler ce type de versification l'alexandrin, mais là encore nous n'avons aucune certitude. Maintenant, est-ce que ça a pris ce nom-là à cause d'Alexandre le Grand dont il est question dans le texte? Ça... Au départ, l'alexandrin se fait une toute petite place dans la première moitié du XVIe siècle, siècle qui utilise encore massivement les décasyllabes, 10 pieds donc. Il s'utilise principalement pour les traductions d'ouvrages antiques et italiens. Jodl, poète et auteur dramatique, va complètement changer la donne en faisant représenter sa pièce Cléopâtre captive en 1553. La pièce n'est pas intégralement écrite en alexandrin, mais 2 actes sur 5 l'emploient, soit 20% de la pièce, ce qui est déjà énorme. Cette pièce, au regard des productions littéraires qui ont eu lieu avant et de celles qui auront lieu après, semble vraiment être un moment charnière dans l'histoire de l'alexandrin. À partir de là, de plus en plus de publications poétiques et dramatiques vont employer cette versification et abandonner peu à peu les décasyllabes. En France, le XVIe siècle est un siècle d'évolution fulgurante de la langue, mais également de redécouverte du latin. L'empressement à traduire les auteurs antiques fait bouillonner la création de nouveaux mots et de nouvelles manières de les utiliser. Pour une raison inconnue, l'alexandrin va être considéré comme le vers idéal pour ces traductions. Son utilisation se répandra rapidement. Curieusement, alors que l'histoire théâtrale est pleine de disputes, de désaccords, de coups d'éclat et de scandales, la question de la pérennisation de l'alexandrin comme versification théâtrale va passer sans soulever la moindre question. Les auteurs de théâtre vont s'y retrouver car l'alexandrin leur semble porteur d'un plus grand naturel dans la parole. Et oui, c'est toujours surprenant pour nous aujourd'hui. Passons aux choses sérieuses, comment ça se dit? Nous n'allons pas vous faire un cours complet sur l'alexandrin, l'idée n'est pas là. Nous allons aller à l'essentiel. La chose la plus importante, c'est toujours de dire et de faire entendre les 12 pieds de l'alexandrin. Rien n'est pire qu'un alexandrin bancal au milieu d'alexandrins correctement dit. Exemple, je vais l'exagérer beaucoup. Mon Dieu, ce n'est pas moi que vous devez blâmer, que ne vous êtes-vous comme lui fait aimer, je ne vous en ai pas empêché que je pense. Maintenant, correctement, j'espère que vous allez entendre la différence. Mon Dieu, ce n'est pas moi que vous devez blâmer, que ne vous êtes-vous comme lui fait aimer, je ne vous en ai pas empêché que je pense. Ici, les 2e et 3e alexandrins comportent bien 12 pieds et non 10 comme j'ai fait précédemment. Si vous avez un doute, comptez sur vos doigts, il n'y a aucune honte, on fait tous ça. Voyons un peu les autres règles. Dans l'alexandrin par exemple, toutes les liaisons doivent être prononcées, y compris quand elles paraissent un peu curieuses. Exemple. Tout l'Empire a 20 fois conspiré contre nous, il était temps encore, que ne me quittiez-vous? Quand une liaison se révèle problématique, il s'agira alors de l'atténuer. À la fin, je vous tiens, quoi, vous me repoussez? Que craignez-vous encore, mauvaise, c'est assez. La fin de ce vers est aujourd'hui un peu délicate. Si l'on n'est pas assez clair dans la prononciation, le public pourrait bien se demander ce qu'un cétacé vient faire dans cette histoire. Une autre difficulté se pose souvent avec ce qu'on appelle un hiatus. Le hiatus est une succession de 2 voyelles qui appartiennent à des syllabes différentes, soit au sein même d'un mot, soit à l'hémistiche, c'est-à-dire à la moitié du vers. Si un mot finissant par un E précède un mot commençant par une voyelle ou bien par un H, alors le E est dit muet, on ne le prononce pas et il ne compte pas dans le nombre de pieds. Où fuyez-vous, madame? N'est-ce point à vos yeux un spectacle assez doux que la veuve d'Hector pleurant à vos genoux? Dans ce cas précis, on trouve 2 hiatus, avec spectacle et pleurante. Les E finaux de ces 2 mots ne sont pas prononcés et ne comptent pas dans le nombre de pieds. Où fuyez-vous, madame? N'est-ce point à vos yeux un spectacle assez doux que la veuve d'Hector pleurant à vos genoux? En revanche, dans le cas spécifique de l'alexandrin, si le hiatus se trouve à la césure du vers, soit entre la 6e et la 7e voyelle, alors il convient d'accentuer le hiatus pour au final toujours avoir 12 pieds. Exemple. Vous me diriez sans cesse, oui prince, je vous aime, mais d'une passion comme la vôtre extrême. Je sens le même feu, je fais les mêmes vœux, ce que vous souhaitez est tout ce que je veux. Dans ces 4 vers, on trouve 2 hiatus. Le premier, c'est passion. Si je le prononce comme dans la vie de tous les jours, on obtiendra 11 pieds. Mais d'une passion comme la vôtre extrême. 11 pieds. Pour en obtenir 12, il faut accentuer le hiatus. Mais d'une passion comme la vôtre extrême. 12 pieds. Le second hiatus, c'est souhaiter. À la différence du précédent, il n'est pas sur la césure du vers, mais il doit être marqué quand même, sans quoi le vers sera bancal. Ce que vous souhaitez est tout ce que je veux. 11 pieds. Ce que vous souhaitez est tout ce que je veux. 12 pieds.
Quand il n'y a pas de hiatus, l'hémistiche du vers, la 6e syllabe donc, impose normalement une césure dans le vers classique. Une césure, c'est une brève pause entre la 6e et la 7e syllabe du vers. Couvrez ce sein que je ne saurais voir, par de pareils objets, les âmes sont blessées, et cela fait venir de coupables pensées. Il y a encore tant de règles qu'on pourrait s'y perdre, mais on ne peut pas tout voir en une seule vidéo. Mais alors, existe-t-il plusieurs types d'alexandrins? L'alexandrin classique va évoluer au cours du XVIIIe siècle, siècle où la prose va également occuper une large place. Après la Révolution, lors de l'avènement certes court du drame romantique, certains auteurs, comme Victor Hugo par exemple, vont essayer de retrouver la métrique de l'alexandrin. Après lui, Edmond Rostand y reviendra également. Mais les alexandrins du XIXe siècle n'ont plus rien à voir avec ceux du théâtre classique. Ils sont plus déstructurés et la césure n'est pas toujours nécessaire. On perd même parfois la sensation rythmique de l'alexandrin. Vous m'êtes, agréez mes compliments sincères, des ennemis de choix, de dignes adversaires. Je ne vois rien en vous qui soit à dédaigner et vous estime enfin trop pour vous épargner. Ma confiance pour vous en public veut s'épandre et je vous la témoigne en vous faisant tous pendre. On peut constater qu'avec l'écriture de Victor Hugo, les alexandrins sont moins doux, plus rugueux et surtout complètement en vrac. On y entend moins la musicalité de l'alexandrin du théâtre classique. Il en ira de même avec Edmond Rostand. Cette fois-ci avec un peu de soutien, Bérénice et le texte. Et que faudrait-il faire? Chercher un protecteur puissant, prendre un patron? Et comme un lierre obscur qui circonvient un tronc, et s'en fait un tuteur en lui léchant l'écorce, grimper par ruse, au lieu de s'élever par force? Non merci. Dédier comme tous ils le font, des vers aux financiers, se changer en bouffons, dans l'espoir vil de voir, aux lèvres d'un ministre, naître un sourire, enfin, qui ne soit pas sinistre? Non merci. Déjeuner chaque jour d'un crapaud, avoir un ventre usé par la marche, une peau qui plus vite à l'endroit des genoux devient sale, exécuter des tours de souplesse dorsale. Non merci. L'alexandrin, sans surprise, s'est fait nettement plus rare aujourd'hui. Il y a encore évidemment des auteurs qui s'essaient à la forme particulière de l'alexandrin, mais ce n'est pas le plus vendeur. On en trouve encore en poésie, mais l'usage de la langue s'est tellement diversifié qu'il n'est plus aussi systématique que ce qu'il a pu être par le passé. Pour la petite anecdote, on trouve un alexandrin dans la BD Astérix et Cléopâtre de Goscinny et Uderzo. Quand numéro bis arrive au village des Gaulois, au début, il trouve Panoramix et lui dit « Je suis, mon cher ami, très heureux de te voir ». Panoramix fait remarquer qu'il s'agit là d'un alexandrin. La scène a d'ailleurs été gardée dans le film d'Alain Chabat. À nous donc maintenant de retrouver le bonheur de lire, de dire et de vivre l'alexandrin. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire et à nous dire ce que vous aimeriez voir abordé. Si ce n'est pas fait, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Quant à moi, j'espère vous retrouver très vite et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.